Bonjour à tous, à toutes. Salut Cécile, comment ça va? Ça va très bien et toi Ben? Eh bien oui, toujours très bien. Aujourd'hui, on reçoit Evan. Salut Evan. Salut. Evan, écoute, on va commencer directement. On va te demander, parce qu'en off, on a compris qu'il faisait déjà très très chaud chez toi. On fait un petit point météo au début, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Raconte-nous un petit peu, t'es où, tu fais quoi? T'es où et quelle taille il fait? Alors, je suis où là? Là, je suis à côté de la ville d'Orange, dans le sud de la France. Il fait très chaud et un peu orageux. Ah, ok, donc c'est le nuage d'orage que j'ai passé tout à l'heure, parce que du coup, je viens de Montpellier, je viens de m'arrêter à Aix-en-Provence, là. Du coup, j'ai la même chaleur que toi, et je pense le même temps, ça risque d'être un peu chelou ce soir. Demandons à notre ami qui est en Allemagne, où le temps est peut-être un peu différent. Mais alors, moi je pense que ça va pas durer très longtemps, hein, mais il y a encore du soleil. Je suis très étonné. Par contre, je pense qu'il fait beaucoup moins chaud que chez vous. Ouais, ça c'est très fort probable. Moi, on est sur du 25 degrés facile, si on n'est pas sur du 30. Donc, tout à On fait. est plus proche Bon, des on va 30, dans commencer. le sud de la On France. est plus proche des 30? Ouais, c'est possible. Commençons directement par les présentations, parce que parcours qu'on va découvrir aujourd'hui, celui d'Evan, que nous, à titre personnel, avec Cécile, on ne connaît pas. Evan, globalement, tu viens d'où? Tu as fait quoi d'un point de vue académique? Alors, pour reprendre le parcours, je vais reprendre un petit peu loin, hein, parce que Et en reprends réalité, jusqu'à ta naissance, ça, si tu veux. en réalité, ça a un intérêt. Tu vois, que je te dise que j'ai fait Vas-y. mon lycée scientifique à Montélimar, ça a un intérêt. Ok. Donc, lycée scientifique à Montélimar. Et en fait, après, je suis parti à Toulouse directement avec ma copine à l'époque, qui devait aller à Toulouse et qui, du coup, je l'ai suivi. Et je suis rentré en classe préparatoire aux grandes écoles, donc au lycée Pierre de Fermat. J'ai passé une année assez terrible. Du coup, je me suis réorienté à l'université et j'ai choisi directement de passer en licence de chimie. Donc, au début, les licences à l'université, c'est maths, physique, chimie, un petit peu tout mélangé. Ensuite, je me suis orienté sur la chimie moléculaire. J'ai fait un master de chimie pour la santé, qui était aussi très axé physique, maths. Et finalement, j'ai décidé de faire une thèse. Alors, je pense que les questions, elles viendront après de pourquoi avoir choisi la thèse. J'y répondrai plus tard, mais je suis parti en thèse en Bretagne parce que j'avais un sujet qui me plaisait énormément. Et donc, du coup, j'ai passé 3 ans et demi en Bretagne. Et après la thèse, j'ai décidé de revenir dans le sud de la France, donc à Orange, qui est juste à côté de Montélimar, d'où l'intérêt. En fait, je suis revenu à la source, quoi, en postdoc. Voilà pour l'instant le parcours académique. Et ça fait 1 an et demi que je suis en postdoc. Et ça fait 1 an et demi que tu es imposé. Et le titre exact, si tu l'as pas, c'est pas grave, mais la thèse, la thématique? Du coup, la thématique, c'était en fait de la recherche en chimie médicinale. Donc, bon, après, on pourra toujours rentrer dans le détail et je pourrais expliquer de façon assez vulgarisée ce que je faisais. Et le titre exact, c'était modulation de peptides amyloïdes bêta par des chélates azotés comme thérapie de la maladie d'Alzheimer. J'avais le À mes souvenir qu'il souhaits. m'avait dit ça dans un bar et je savais qu'il fallait que je pose la question. Ok, très bien. Alors, ceux qui sont experts en chimie qui nous écoutent, eux, ça les fait marrer parce qu'ils savent très bien de quoi ils parlent. Ils savent les amis peptas, tout à fait. Alors, nous, non. On est un peu largués. C'est avec quel labo, avec quelle institution en fait tu fais ce genre de thèse? Alors, du coup, c'était une thèse universitaire, donc un laboratoire UMR, mix université CNRS. Ok. Et moi, c'était un financement un peu particulier. C'était financé directement par la ville de Brest. La ville de Brest donne 2 à 3 financements par an, je crois. Et du coup, c'est eux qui avaient financé ces recherches-là. Et donc, du coup, on était dans un laboratoire qui était spécialisé en fait dans la conception d'agents pour l'imagerie médicale. Donc là, comme ça ne vous parle pas trop, ça a l'air un petit peu très éloigné. Mais en réalité, on était assez proche parce que dans la maladie d'Alzheimer, il y a des métaux qui sont mis en jeu, des métaux et des protéines. Et en gros, l'assemblage métaux-protéines est toxique. Et donc, du coup, on essayait de trouver quelque chose pour venir retirer les métaux. Et donc, là, on était directement sur ce que eux faisaient tous les jours. Des agents d'imagerie, donc des molécules qui prennent des métaux. Et donc, on a fait le lien comme ça, quoi, entre ces recherches médicinales et les recherches en imagerie.
Effectivement. Oui, Cécile, vas-y. C'était une passion, la chimie, à la base, ou tu as découvert, cette passion-là dans tes études? Bah, ça a démarré en fait dès le lycée, je dirais, j'avais, des enseignants qui m'ont vraiment, donné envie de faire de la physique et de la chimie. Je dirais qu'au début, j'avais pas vraiment choisi parce que, je suis parti en classe préparatoire, c'était physique-chimie. Vraiment, 50-50, voilà et c'est après, au fil du temps, je me suis dit: «Ouais, la chimie, c'est quand même pas mal», j'aimais bien la chimie moléculaire, moi, surtout. Commencer à dessiner des molécules, faire des réactions, j'aimais beaucoup. J'ai détesté les cours, par contre, à propos de la chimie moléculaire parce qu'il fallait tout apprendre par cœur, il y avait que des noms et ça me plaisait absolument pas. Mais par contre, j'adorais, faire des réactions, chimiques et puis, aller en salle de TP et manipuler et donc bah, petit à petit, bah, je me suis vraiment spécialisé, au laboratoire, quoi. OK et donc tu disais que tu avais pas aimé la classe préparatoire et que c'était pour ça que tu avais été à l'université. Pourquoi ça t'a pas plu? Parce que c'était les débouchés ou c'était vraiment, que tu voulais tenter autre chose? Non, alors honnêtement, depuis que j'étais au lycée, j'avais toujours dit: «Je ferai une classe préparatoire et j'essaierai d'intégrer une grande école d'ingénieurs». Donc c'était le plan, quoi. En plus de ça, j'ai dans ma famille, pas mal de gens qui sont passés par des grandes écoles d'ingénieurs et du coup, je me disais, «Vas-y, je reprends le flambeau». Dans ma famille, personne ne l'avait encore fait, mes frères et sœurs. Donc vas-y, moi, j'y vais et donc je suis parti là-dessus et puis, bah, en fait, arrivé en prépa, je me suis rendu compte de la quantité de travail astronomique qui était demandé. Moi, je sortais du lycée, j'avais jamais trop travaillé. C'était un peu à la cool, j'avais des facilités, surtout en sciences et du coup, bah, ça m'a fait un sacré choc, quoi et du coup, j'ai pas réussi à accrocher, avec, le rythme de travail, la mentalité des étudiants. Parce que même si on est tous un peu proches, c'est quand même toujours un peu la compétition. Donc voilà, enfin moi j'ai gardé très peu de connaissances de mon année de prépa, très peu de contacts et c'est ça entre autres qui a fait que je me suis dit: «Bah, tant pis pour les concours d'école d'ingénieur, on va voir ce qu'on peut faire à l'université». OK et l'université, ça enfin, quand tu as décidé de faire une thèse, c'était parce que tu aimais l'université ou c'était vraiment, ton objectif, c'était de faire une thèse, et voilà, tu suivais cet objectif-là? Bah, du coup, j'ai retrouvé mes facilités quand je suis passé à l'université, avec moins de somme de quantité de travail. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi. J'allais en cours et ça me suffisait pour ingérer ce qui était demandé. Donc, j'ai jamais non plus trop forcé à l'université. Et du coup, quand je suis arrivé à la fin de mon master, je me suis dit, bon, est-ce que je fais une thèse ou pas? Est-ce que j'arrête là? Et je me suis dit, bon, pour le moment, ça allait, j'ai pas trop forcé. Est-ce que, ce serait pas le moment d'essayer de basculer sur la thèse, d'avoir le plus haut diplôme qu'on puisse avoir en France? Trouver quelque chose qui m'intéresse vraiment via, les sujets de thèse et puis voir ce que ça peut donner, quoi. Est-ce que je m'en sortirai? Et du coup, comment tu as, trouvé ton sujet de thèse? Est-ce que tu as trouvé tes directeurs en premier ou est-ce que tu as trouvé ton sujet puis ensuite tes directeurs? Alors du coup, en sciences, c'est un petit peu particulier, du moins pour ce que je connais, maths, physique, chimie. C'est les laboratoires qui proposent un sujet et donc il y a déjà les encadrants, fournis avec le sujet. Ou plutôt les encadrants qui fournissent le sujet et Ah, donc c'est du le coup, menu best-of, quoi. Il y a tout dedans, quoi. ouais, c'est ça. En fait, nous, c'est, bah, après tu les as sur, les réseaux sociaux, sur les sites, d'offres d'emploi, souvent il y a quand même les thèses et puis, le réseau et il se trouve que moi, mon directeur de stage qui était aussi co-directeur du master, m'a fait passer des offres et je suis tombé sur cette offre-là, maladie d'Alzheimer, des molécules, pour complexer, des métaux. Je me suis dit: «Ah ouais, vas-y, ça a l'air, super intéressant» et du coup, j'ai contacté directement, la personne qui proposait le sujet, quoi. Qui était à Brest, et qui avait, le package avec, tout de prêt pour une thèse en 3 ans, quoi. Il y a un lien Est-ce que tu as un lien personnel avec le sujet ou parce que, c'est souvent une question que moi je pose à des gens que je connais qui font des thèses en médical, en fondamental médical, hein, pas des docteurs en médecine, hein. Mais, parce que Alzheimer, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? Ou, Alors dans ma famille, moi, j'ai jamais eu, de lien avec la maladie. Il y a personne qui a été malade.
Mais du coup, à peu près à ce moment-là, en fait, j'ai la grand-mère de ma femme qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et peut-être que ça a joué. Peut-être que quand j'ai lu le sujet, je me suis dit, ah bah tiens, on en parle souvent en famille en ce moment et tout, ça peut être quelque chose. Peut-être quelque chose de plus inconscient et dans la vie de tous les jours que quelque chose de très personnel. Mais ça a pu, ouais, entre autres, jouer à cette période-là. Et pour revenir sur le contenu de ta thèse, on est d'accord que, comme beaucoup de thèses, j'imagine, en sciences, c'est une thèse qu'on appelle de thèse d'article. Tu as écrit des articles scientifiques et puis ça t'a fait la thèse, globalement. Pas du tout. Nous, c'est vraiment la thèse. La thèse, c'est thèse de recherche et vraiment, j'ai publié des articles sur ce que j'ai fait, mais en fait, c'est vraiment raconter une histoire de tout le processus de recherche qu'on a mis au point, quoi. Avec bibliographie sur pourquoi on en est arrivé là, bibliographie sur les techniques utilisées. Moi, c'était un sacré pavé, c'était pas que sur mes articles. Ah, c'était pas une thèse d'article, ouais. Ok, parce que c'est vrai que nous, par exemple, nos thèses à nous, c'est ça. Du coup, ouais. Donc, bah, c'est vrai que je crois qu'on est autorisé à le faire, hein. C'est pas genre quelque chose qui est interdit, mais c'est pas quelque chose qui se faisait en tout cas dans mon domaine, parce que souvent les résultats sont longs à avoir, parce qu'on a énormément. Du coup, je disais, je fais de la chimie moléculaire. La synthèse organique, ça peut être des mois et des mois d'essais pour fabriquer une molécule, et ça, c'est pas publiable parce que ça a marché ou pas. Et donc, du coup, on en parle quand même énormément dans les manuscrits de thèse, de ce qui a été fait, de comment ça a été fait, de pourquoi ça a été fait. Et on essaye d'apporter des réponses aussi à pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, du coup, pour l'exemple, moi, ma thèse, c'est 3 articles, dont un qui est sorti après que j'ai soutenu, mais j'ai rédigé 350 pages. Ok. C'est pas tout à fait exactement comme ce que je l'imagine quand je compare avec la mienne, où c'est vraiment majoritairement basé sur les articles eux-mêmes, quoi. Il y a une partie quand même que tu écris en plus, mais c'est pas autant comme toi, parce qu'effectivement, toi, il y a une partie de ta recherche, tu peux pas forcément la publier, quoi. C'est ça, ouais, complètement. Moi, pareil, si je devais te donner l'exemple de ma thèse, il y avait un chapitre sur la maladie d'Alzheimer, tu vois, hyper axé bio et où moi, j'ai pas fait grand-chose en biologie. Derrière, j'ai fait un chapitre entier sur les expériences que j'ai fait au labo de fabrication des molécules, de synthèse. Ensuite, j'ai fait un chapitre entier sur toutes les analyses que j'ai faites sur mes molécules et sur les molécules avec les métaux. Il y a plein de techniques de chimie analytique qu'on a utilisées. Et après, j'ai fait un petit chapitre sur les résultats biologiques qu'on a eus avec mes molécules sur des cellules. Et au final, tu vois, tout ça, ça a donné lieu à 3 articles. Mais à chaque fois, c'est un peu un mélange dans chaque article de ces 3 parties. Ok. Et j'ai cru comprendre, on en discutait une fois, en plus des articles, toi, tu publies un autre type de papier que Cécile et moi, en tout cas, on n'a pas l'habitude de côtoyer. C'est comme tu écris et tu essayes de composer des molécules. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de ta thèse ou est-ce que c'est dans le cadre de ton postdoc actuel que tu vas nous expliquer? Tu écris aussi ce que tu m'avais dit, des brevets. Alors c'est ça. Alors du coup, pendant ma thèse, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un brevet à rédiger. De la chance dans le sens où c'est quand même une sacrée expérience d'avoir son nom sur un brevet, même si ça peut ne rien apporter du tout. Le laboratoire où j'étais déposait des brevets quand ils avaient des molécules qui étaient vraiment très intéressantes, parce que éventuellement, ça pourrait être repris par un industriel pharmaceutique. Donc, ils en déposaient même plusieurs parce qu'ils avaient des collaborations avec ces entreprises, notamment sur les agents d'imagerie. Le laboratoire où j'étais travaille avec le leader mondial de l'agent de contraste IRM. Donc, du coup, avec eux, ils déposaient des brevets, tu vois, parce que les molécules, elles avaient une importance commerciale majeure. Ouais. Par contre, du coup, là, pendant mes post-docs, j'ai basculé sur des applications beaucoup plus industrielles. Et donc là, on m'a dit clairement, tu brevettes avant de publier quoi que ce soit. Ah oui. Donc là, maintenant, c'est vrai que je suis sur la rédaction de brevets et c'est même ces brevets qui me disent quand est-ce que j'ai le droit de publier. T'attends que les brevets soient validés pour pouvoir engager la publication scientifique. Ok, et tu l'as fini quand ta thèse? Parce que tu es à ton premier postdoc ou tu en as déjà fait d'autres avant? Alors du coup, j'ai soutenu moi en mai 2021. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai soutenu. Et en fait, j'ai eu, comme beaucoup de jeunes docteurs, 5 mois de temps mort. Et donc, du coup, j'ai attaqué mon premier postdoc en octobre 2021.
Et j'ai fait 1 an de contrat. Et ensuite, donc là, on se retrouve à octobre 2022. Et dans le même laboratoire, en fait, on m'a proposé de bifurquer un petit peu de sujets de recherche et de faire 2 années de postdoc supplémentaires. Donc jusqu'en octobre 2024. OK. Est-ce que ça t'angoisse, après ou pas? Ouais, j'y pense régulièrement. Je regarde même les offres d'emploi parce que qui dit postdoc dit CDD. Donc disons que du coup, qui dit CDD dit la possibilité de rompre le CDD si je trouve un CDI. Donc je me ferme pas la porte à avoir une super opportunité de CDI et à quitter mon postdoc en accord avec mes encadrants parce que dans le monde de la recherche, tout le monde sait que le postdoc, ça reste quelque chose qui peut être un peu précaire. Donc ça m'angoisse, c'est quelque chose que je regarde tous les jours. Qu'est-ce que je fais après? J'y pense régulièrement. J'en parle aussi avec mes chefs pour les différents concours, les différents postes de permanent qu'on pourrait obtenir au laboratoire. Et non, c'est quelque chose d'omniprésent, même si je finis mon postdoc dans 2 ans. C'est un peu toujours, je pose la question parce que le contraire m'aurait étonné, tu aurais été vraiment, hyper, pas stressé, tu vois? Si ça avait été le contraire, ça m'aurait beaucoup étonné, ouais, quand même. Ça, genre, oh non, ça va. Écoute, je vous pose pas Après, la question. j'ai quand même, moi, j'ai quand même la chance d'avoir un contrat long. Donc, ça veut dire que je suis pas non plus stressé là-dessus. C'est quelque chose auquel je pense beaucoup parce que j'ai envie d'évoluer. Mais je vais pas me mettre la pression parce que j'ai jusqu'à octobre 2024 pour trouver quelque chose. Et encore, peut-être que je pourrais avoir d'autres CDD derrière dans la foulée, quoi. Mmh. Mais alors, parce que tu parles de concours, tu parles aussi de CDI. Est-ce que, tu sais si tu veux continuer en académique ou est-ce que tu vas aller dans le privé? La grande question qu'on se pose toujours, et moi personnellement, j'ai toujours pas réussi à y répondre. C'est-à-dire que le public m'irait très bien. Je suis très content de ce que je fais aujourd'hui et de ce que je pourrais faire en tant que permanent, en voyant ce que font mes collègues qui ont un poste permanent. Mais les entreprises privées m'intéressent aussi pas mal. Donc moi, je fais un peu vraiment sur la recherche d'opportunités. J'ai déposé encore des CV récemment. Pour éventuellement bosser dans le privé. Après, on verra. Sachant qu'en chimie, il y a toujours moyen d'essayer de faire un retour sur le public après si je n'y suis pas plus. Hein. Donc, non, ça reste toujours en suspens actuellement. C'est intéressant ça. Toi, en tout cas, tu nous dis avec un sourire cool que tu peux faire un coup dans le privé et revenir comme ça dans le public. Bah écoute, à l'âge que j'ai, je sais pas si tu connais la moyenne d'âge de recrutement au CNRS, il me semble que c'est autour de 32 ans. Ouais, ça dépend des sections. Après, ça va dépendre. Section Ouais. chimie, pardon. Oui, ok. 36 ans en chimie, tu es presque considéré comme trop vieux. Moi, j'en connais qui se sont fait, bon, c'est pas forcément dit, et voilà, mais qui se font recal généralement parce qu'ils sont trop âgés. Donc, non, la moyenne d'âge en chimie, c'est 32 ans. Et vu que bon, j'ai 28 ans, rien ne m'empêcherait, là, par exemple, d'aller bosser pendant 2 ans dans une boîte, de m'en dégoûter potentiellement, et de rechercher après un laboratoire public pour refaire peut-être une année de postdoc pour réavoir un petit peu le réseau, les connaissances au laboratoire et redemander les concours, quoi. Après, ça ne veut pas forcément dire que tu vas l'avoir, mais il y a des laboratoires et des jurys qui considèrent que c'est des expériences de vie et que ça peut être bien. Ah ouais. C'est à ce moment-là, avec Ben, on se regarde, on se dit: «Mais pourquoi on n'a pas choisi la chimie, en fait?» Complètement. Là, tu nous décris quelque chose. Nous, on est plutôt dans des sections biologie, écologie, là. C'est lunaire, hein, ce que tu es en train de nous raconter. Nous, il faut le justifier, mais dans le sens, quand tu as une année de «trou» entre guillemets, parce que du coup, ça s'appelle, tu vois? Ce que toi, tu peux appeler l'expérience professionnelle. Alors attention, c'est pas dévalorisé non plus, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça reste quand même quelque chose qu'on dit qu'on rattrape plus que l'on, tu vois? Genre, essaye de valoriser cette année dans le privé, par exemple, que tu as eu, essaye de rattraper un petit peu on parle de rattrapage, on parle pas de: «Ah, mais c'est sympa». Ouais, Tu sais, Non, on n'est pas sur ce délire, hein. ah ouais, non, moi, je vais pas te dire c'est pas forcément valorisant, mais genre, c'est une expérience. Et si tu dis, bah alors du coup, je suis parti, j'ai fait ça, 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 et ben en fait, je me suis rendu compte que je préférais ce que j'ai fait pendant mes postdocs et j'ai envie de revenir, ce sera pas du tout un problème, quoi. Ah oui, non, c'est lunaire. Et qui plus est, là, du coup, je rentre un peu plus dans le détail de ce que je fais en postdoc et de qui m'emploie.
parce que du coup, je suis au CNRS, donc au CNRS, ça se passe comme ça, mais le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, c'est donc du public, mais ils ne recrutent que des ingénieurs-chercheurs. Et les concours sont radicalement différents. C'est vraiment, ils ouvrent un poste, c'est presque un recrutement type privé. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de le publier? Ah si, ils sont quand même obligés de le publier, hein, ça reste obligatoire. Mais sur le mode de recrutement, ils font à leur sauce. Bah, genre là, j'ai candidaté récemment pour un poste. Ils ont fait des premières auditions. Ils ont retenu des candidats. Ces candidats ont été reçus par les ressources humaines du CEA. Et après, ils ont fait leur classement, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui a duré pendant 3 mois avec des pots de dossier, passer devant un jury. Les jurys, c'est vraiment les membres du laboratoire, quoi. Ça, c'est le CEA. Ah oui, il y a même pas un petit externe qui a rien à voir avec le labo. Enfin, au pire, il y est, mais bon, je veux dire, il en a qu'un, quoi. Bah, souvent, en fait, les ressources humaines, elles sont même pas dans les labos. Le CEA a son service de ressources humaines et les laboratoires à l'intérieur ont leur direction et les secrétaires niveau sciences, et les ressources humaines sont presque coupées de ça. Donc, au final, c'est un peu eux qui jouent le rôle d'extérieur sur la vie, sur la personne. Bien qu'après, quand même, ils sont aptes à les juger quand même des compétences. Et le recrutement scientifique se fait vraiment par l'équipe dans laquelle tu vas travailler. Après, moi, j'ai eu des entretiens, tu vois, avec le chef de laboratoire, le directeur de tout l'institut, la co-directrice qui est CEA. Enfin, il y avait quand même un petit peu du monde. Mais c'est vrai qu'après, ils font leur classement entre eux comme ça. Et c'est vrai que tu passes vraiment pas devant un jury d'externes. C'est différent. Après, c'est à double tranchant, je trouve, parce on peut voir ça comme un truc super où on se dit, bah, en fait, finalement, ces gens-là nous connaissent et on a déjà prouvé ce qu'on valait un peu avant le concours, donc c'est moins stressant. Mais il suffit que si tu t'entendes pas avec une personne, et c'est foutu, quoi. Complètement, c'est complètement possible. Après, bon, c'est quand même difficile de connaître tout le monde. Et vu que l'offre est publiée, il y a des extérieurs. Moi, là, j'ai fini deuxième sur le concours. La personne qui a fini première, elle est connue de par ses publis et de par les collaborations qu'elle fait entre autres avec le laboratoire. Mais elle n'a jamais travaillé au laboratoire et elle a été classée première et elle va intégrer les équipes. Donc, du coup, ça reste quand même du coup très ouvert. Ouais, je vois, ouais. Non, c'est pas mal. Puis cela dit, pour compléter ce que dit Cécile, alors ce que tu dis est vrai, c'est aussi vrai pour les concours grands ouverts quand même. C'est juste que c'est moins transparent, dirons-nous. Sur le fait que tu t'entendes pas forcément à la personne qui vient postuler, ou parce que tu peux quand même être connu, même si on a des concours qui sont un petit peu plus grands et larges et un peu plus bureaucratiques que ce que Eva nous raconte pour le CEA. Alors pour le CNRS non, parce que c'est trop grand. Oui, c'est C'est vrai. ça, en Pour le fait. CNRS c'est trop grand, c'est trop gros, donc c'est pas possible. Ouais. Mais pour des concours un peu plus locaux entre guillemets, comme Oui, maître de conférence ou les nouvelles positions qui arrivent là junior, allez, c'est PG. c'est vrai que des fois tu peux être connu et du coup tu peux t'entendre très très bien et ça peut t'aider, ou t'entendre très très mal avec quelqu'un ou quelqu'un qui s'entend pas. Enfin, ça paraît, c'est juste que c'est peut-être un peu moins, ouais, un peu moins transparent que ce que tu dis. Parce que là, du coup, si tu regardes tu es en postdoc actuellement, tes candidatures dans l'académique ou dans le public pour rester là-dedans, c'est quoi? CNRS, CEA? Est-ce qu'il y a aussi université pour être maître de conf ou ça c'est exclu? Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, du coup, le laboratoire où je suis actuellement, il est sous la tutelle donc du CEA, du CNRS, de l'Université de Montpellier et de l'École normale supérieure de chimie de Montpellier, ENSCM. Donc, je peux avoir un poste d'ingénieur-chercheur au CEA, candidater, disons, sur un poste d'ingénieur-chercheur au CEA. Au concours de CNRS, donc directement dans mon institut, en disant je propose de faire ça et ce sera fait dans ce laboratoire. Après, les postes d'université, le laboratoire, il est à 1 heure, 1 heure et quart, voire 1 heure et demie de l'université de Montpellier en réalité. Donc du coup, c'est quand même assez difficile. Il y en a des maîtres de conf, mais je crois que sur tout l'institut, ils sont 5 ou 6 pour plus de 50 permanents. C'est quand même assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture de postes du coup dans ce laboratoire-là, quoi.
Les postes, ils ont plus tendance à être faits sur les laboratoires, je pense, à côté de l'université. Oui, ce qui est en soi pas un mauvais choix en soi. Enfin, Juste parce qu'en fait, les candidats qui vont dire voilà, moi j'aimerais candidater au poste de maître de conf dans ce laboratoire, ils savent de base que ils vont être à des lieux à 1h30 de distance. Ça devient compliqué, quoi. Donc les gens, ils cherchent. Voilà. Après, il y en a quand même des maîtres de conf, donc ça reste une possibilité, même si c'est du coup plus exceptionnel. Et l'école normale supérieure de chimie de Montpellier, c'est la même chose, c'est des maîtres de conférences. Donc en fait, c'est juste que tu choisis ton affiliation université ou école de chimie. OK. Mais parce qu'en fait, tu veux rester absolument dans ce coin-là. En fait, c'est juste le labo là, tu ne te vois pas ailleurs. C'est ça. Alors moi, du coup, aussi sur le plan personnel, je suis revenu dans ma région natale. J'ai glissé tout à l'heure que j'étais parti avec ma copine à Toulouse. Ma copine qui est toujours la même actuellement, 12 ans après. Donc on est mariés, on vient d'avoir une petite fille, d'acheter une maison. Donc maintenant, c'est vrai que je ne suis plus du tout mobile. Enfin, pas trop, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ça Disons, explique, ça peut être dans une certaine zone, il y a quand même... bah oui, mais du coup, ça explique les bruits derrière. Et moi, j'avais une question. J'avais une question par rapport à ça, parce que c'est aussi un sujet finalement chez les jeunes chercheurs. Comme tu disais, bah, toi, tu es toujours en CDD, hein, tu as un postdoc. Et est-ce que ça a été compliqué pour toi, ce choix de faire un enfant, ou est-ce que tu t'es pas posé la question par rapport à ton boulot, ou comment ça s'est passé? Bah, en fait, ça a été... ouais, ah, est-ce qu'elle veut intervenir? Je ouais, l'ai là, elle entendu court un peu au partout. moment de la question. Non, alors, en fait, ça a été un peu particulier. C'est pareil, au final, on est nombreux dans ce cas-là à avoir fini nos thèses dans le Covid. Du coup, moi, à la fin de ma thèse, donc mai 2021, on sortait d'un confinement, je crois, à l'hiver, fin 2020, début 2021. Nous, il y avait eu quelque chose comme ça. On était encore sous des restrictions. J'ai pas pu soutenir avec du public. Donc, du coup, à ce moment-là, on se disait, les postdocs, qu'est-ce que ça va donner? On part à l'étranger. Est-ce qu'on va être confiné là-bas, qu'on va pas pouvoir rentrer? Est-ce qu'on va avoir les autorisations pour partir? Et du coup, avec ma femme, on s'est regardé, on s'est dit, bon, est-ce que du coup, on ne déciderait pas de rester en France et de faire un enfant, quoi. Et bon, le Covid n'existe presque plus, donc on peut maintenant voyager et faire tout ce qu'on veut. Mais du coup, on est resté dans ce choix-là, quoi. On a fait un enfant, on reste ici, on est revenu du coup à la source, à côté de nos familles, pour profiter d'une belle vie de famille, quoi. Et donc du coup, les choix, en fait, ils ont été un petit peu guidés par tout ça, quoi. C'est particulier, tout le monde fera pas les mêmes, mais voilà. Mais c'est faisable, en fait, de faire un postdoc avec un enfant, au Ah final. bah, complètement, complètement, hein. Moi, ça leur a pas posé de soucis. D'ailleurs, la petite est née, j'ai démarré mon postdoc en octobre et la petite est née fin décembre. Donc, du coup, je les avais déjà prévenus que j'allais être papa. Après, bon, j'ai cette chance, c'est quand même plus facile pour un homme que pour une femme, je pense, même si ça ne devrait pas. Mais disons que moi, j'ai eu un mois avec le nouveau congé paternité d'arrêt. Une femme, c'est beaucoup plus long. Donc, ça devrait pas, mais ça peut être compliqué pour un employeur de se projeter. Mais moi, ça a clairement pas posé de problème. Ça a dérangé personne. Ils étaient au courant depuis le début et ils ont tous dit bah super. Ah oui, félicitations, quoi. Voilà, exactement. Il n'y a aucun problème. Le, la table ronde là touche un peu à sa fin et elle est centrée sur toi, mais ça reste quand même aussi une partie de toi. Sans indiscrétion, est-ce que ta compagne, elle est dans le milieu académique, elle est dans la même ambiance de travail ou pas du tout? Alors, elle fait vraiment un truc qui n'a rien à voir. Elle est banquière. Ok. Donc, on ne dira pas le nom de la boîte. Non, 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 mais c'était plus pour savoir si parce que aussi ça peut être plus facile ou plus difficile, ça dépend des choix de vie que chacun prend, que les 2 personnes soient dans l'académique et donc du coup, c'est plus facile à comprendre un petit peu les difficultés. Ah, je galère avec tel truc, ah beh, je comprends parce que moi, chez moi, c'est un peu comme ça. Et des fois, c'est plus difficile, des fois, c'est plus facile quand finalement, il y en a un des 2 qui n'est pas dans l'académique et qui du coup a plus de facilité ou de difficulté sur certains points. Enfin voilà, des fois, c'est plus facile, des fois, c'est plus difficile. C'est pour ça que je pose la question en fait. Bah, nous, ça nous a presque aidé, tu vois, parce que pendant les études, elle a fait du droit, puis elle s'est orientée en banque. Et du coup, elle a démarré à travailler quand moi j'étais encore étudiant. Donc déjà, pour tu vois, la pseudo-vie étudiant-travailleur, nous, on était plutôt bien.
on n'était pas non plus trop des galériens puisqu'elle travaillait et que j'étais étudiant avec les stages rémunérés, tout ça. Par contre, quand je suis parti en thèse, ça nous a vachement aidé parce qu'elle a juste demandé une mutation. C'est une banque, grande entreprise, ils l'ont accepté. Donc hop, elle m'a suivi en Bretagne. Et après, quand on est redescendu, elle a fait la même chose. On a décidé de se remettre dans le coin où on a grandi. Et pareil, elle a demandé une mutation. Donc bon, elle a eu de la chance, ça a été accepté à chaque fois. Disons que c'est parce qu'elle travaille bien et qu'ils veulent la garder. Mais ça a été accepté à chaque fois. Et du coup, pour nous, ça nous a vraiment simplifié l'installation et ma progression à moi, en fait. Même si ça la bloque géographiquement, ça l'a simplifié sur le plan organisation. Ouais. Ouais, ça peut être un peu on aime bien finir sur un conseil, on peut finir sur le conseil, mariez-vous avec C'est un ça. ou une Non, on banquière. donnera pas ça comme Voilà. conseil, mais il faut vraiment... Mais non, mais OK. Très bien. Mais justement, en fait, on voudrait terminer sur ça, en fait. Est-ce que tu as un conseil, un message, un mot, quelque chose pour la postérité à faire passer aux personnes qui sont susceptibles de nous écouter? Je pense que c'est la même chose à chaque fois qu'on parle de science, quoi. Il faut faire quelque chose qui nous plaît. Et quand ça devient vraiment trop contraignant, c'est que c'est pas bon et qu'il faut changer. Faut vraiment s'éclater dans ce qu'on fait. Moi, je veux dire, j'ai fait ma thèse. Il y en a qui peuvent trouver que c'est dur une thèse. Moi, je me suis éclaté. Je suis en postdoc. Il y en a qui pourraient dire que les postdocs, c'est dur. Moi, je m'éclate. Je pense que c'est ce qu'il faut pour progresser dans la vie. Oui, c'est parce que t'aimes ce que tu fais aussi que ça marche bien, quoi. Faut pas hésiter à mesurer ça, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, mais c'est un conseil très sage et très open au final, hein. Enfin, pour quelqu'un qui finalement, comme tu disais tout à l'heure un peu plus tôt, regarde quasiment tous les jours les positions, que ça soit dans le privé ou dans le public, finalement, c'est aussi cool d'avoir ce conseil qui est vraiment qui est hyper open et hyper relax en mode si ça vous plaît plus, si ça vous plaît pas, ou si vous êtes cassez-vous. Mais ça, c'est bien, ça, c'est chouette. Parce que c'est pas évident, n'empêche, mine de rien. Des gens qui sont dans l'académique, et c'est bien joli de se le dire, mais c'est pas évident forcément de le faire. C'est une belle, pour moi, c'est une belle conclusion. Ben écoute, Oui, ça trouve aussi. parfait alors. Voilà. Donc, si ça ne vous plaît plus, ou si c'est trop pour vous, mais il y a plein d'autres possibilités ailleurs où vous pourrez très très bien valoriser vos études, votre doctorat, vos post-docs, etc. Donc voilà, c'est beau conseil d'Evan. Merci Evan pour ces 30 minutes, un peu plus de 30 minutes avec nous. Bah écoutez, merci à vous de m'avoir proposé de faire ce podcast. C'était très sympathique de discuter un petit peu de tout ça. Mais au grand plaisir, on en apprend à chaque fois des nouveautés. Nous, par exemple, le CEA, par exemple, on ne savait pas ce que c'était, ni de déposer les brevets, ni ce style de mode de vie. Donc c'est très très chouette. Merci à toi Cécile, on se revoit pour le prochain. Ouais, merci Evan, merci Ben, c'était très chouette. Allez, À bientôt. à une prochaine.